Bonsoir. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'exceptionnellement nous commencions à l'heure, puisque d'habitude on a toujours un peu de retard. Alors pour une fois, on va essayer de tenir les horaires et de commencer à l'heure. Je pense que Bruno Faleb s'en félicitera. Ça nous permettra de terminer également dans les temps. Je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue, vous dire que les cours publics dans leur version traditionnelle que vous connaissiez des autres années sont renouvelés cette année, puisque la présidente de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine a souhaité que nous renouvelions le genre et que nous évoluions, c'est une évolution, vers ce qu'on appelle les conférences de la Cité. Alors, quel est le principe? De quoi s'agit-il? Nous conservons le principe d'un enseignement, tel que se veut ce cours de ce soir, mais nous avons essayé d'effectuer un travail collaboratif avec les autres départements de la Cité, de façon à vous offrir aussi la possibilité de débats qui permettent d'avoir à la fois une structuration forte sur des cours qui donnent vraiment un savoir qui est délivré par un spécialiste, et puis après, un débat qui s'intercale entre deux cours et qui permet, sur des sujets d'actualité comme Notre-Dame, d'alimenter aussi une réflexion qui peut être nourrie de différentes sources et débattue au sein de la Cité. Voilà, donc ce nouveau format, je l'espère, autour de Notre-Dame et de la Cité, nous permettra de renouveler le genre et peut-être d'intéresser un nouveau public, puisque vous savez que nous sommes toujours à la recherche de publics toujours plus nombreux. Alors, je ne sais pas si je dois dire merci d'être venus aussi nombreux, puisque les rangs sont un petit peu clairsemés, mais en tout cas, merci d'être venus ce soir nous rejoindre. Ça nous fait très plaisir de voir un public fidèle et des gens qui sont passionnés par les sujets que nous essayons de développer. Je voudrais d'ailleurs, à ce sujet, adresser un remerciement tout particulier à Béatrice Roderer, qui est dans la salle, que vous connaissez bien, et qui est chargée au sein de l'école que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger, qui est chargée de s'occuper de préparer ses cours. Donc elle le fait avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'enthousiasme aussi. Et je lui suis gré de trouver à chaque fois des personnes extrêmement compétentes, des personnes également enthousiastes qui acceptent de venir le soir, nous parler et d'alimenter cette réflexion qui fait que nous construisons pas à pas une vraie chaîne de réflexion sur, par exemple, Notre-Dame de Paris, comme dans un continuum qui nous permet d'alimenter la réflexion scientifique. J'ose le dire comme ça. Alors, cette année, vous savez que nous nous sommes penchés sur le sujet de Notre-Dame de Paris à la suite de l'incendie du 15 avril, bien entendu, en donnant un titre générique qui s'appelle « Notre-Dame au fil des siècles, hardiesse et idéal, 12e, 19e siècle ». Donc vous voyez, 21e, pardon, 21e, parce que effectivement, l'intérêt, c'était de faire ce pont entre l'enthousiasme du XIIIe siècle, je fais un raccourci, et du XIIe et XIIIe siècle, et celui auquel nous avons assisté aujourd'hui. Je trouve que c'est un phénomène de société, mais qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, il y a eu un engouement, un véritable enthousiasme, puisque les gens ont donné beaucoup d'argent, enfin du moins des promesses de dons, je ne sais pas si ça a été suivi de beaucoup d'effets, en tout cas des promesses de dons très importantes, et un engouement dont on ne s'attendait pas, en tout cas, à une telle ampleur. Vous me diriez, on ne s'attendait à rien du tout puisqu'on ne s'attendait pas à un incendie. Mais il y a quand même un engouement qui s'est manifesté autour de Notre-Dame, ce qui est plutôt bon signe pour notre société, me semble-t-il, mais qui demande aussi un décryptage. Quelle est la nature réelle de cet engouement? Comment peut-on l'interpréter? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre société? Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite également? Qu'est-ce que ça veut dire également pour le petit patrimoine qu'on oublie souvent, mais qui n'a non moins de valeur, le patrimoine de nos villages, des églises de nos villages, et pas simplement le patrimoine religieux. Donc il y a une véritable réflexion, et je pense qu'à travers le thème que nous allons aborder, ce thème de Notre-Dame, nous aborderons également ce grand thème sur la réflexion à propos du patrimoine. Béatrice me citait donnait une citation de Gérard de Nerval que je vous livre tout de suite. Elle me disait que Gérard de Nerval disait en hommage à Notre-Dame « Notre-Dame est bien vieille, on la verra peut-être enterrer Paris qu'elle a vu naître ». Je crois que ça donne bien aussi le sens de la pérennité du monument
dans notre société et le ton que nous voulons donner à cette série de conférences. Cette noble longévité de 8 siècles a bien failli partir en fumée, et c'est pourquoi ce soir nous avons décidé de dédier 8 séances, 8 conférences et 4 débats publics consacrés à son histoire, depuis les origines jusqu'à son incendie, enfin à l'incendie de la charpente, qui a touché tout l'édifice mais qui concernait la charpente. Le cycle accompagne aussi, et je dois vous le dire, une exposition qui est installée dans la Galerie des Moulages. Je vous invite à la fréquenter si vous ne l'avez pas encore visitée. Elle montre à la fois des collections de maquettes exceptionnelles. Nous avons par exemple une maquette qui est très intéressante parce que c'est la maquette avant 1840, donc avant l'intervention de Viollet-le-Duc. Donc elle ne comporte pas de flèches. Elle a la possibilité d'être ouverte et vous verrez les voûtes mises de côté et vous avez l'intérieur avec l'aménagement intérieur de Notre-Dame à cette époque. Donc c'est vraiment une maquette très intéressante, y compris dans le tracé des arcs-boutants, la reproduction des arcs-boutants. Je vous invite à aller la voir, et pas seulement celle-ci, parce qu'il y a aussi de très belles maquettes qui sont exposées, des documents, des moulages et 4 éléments majeurs du couronnement et de la partie qui accompagnait la flèche, dont la statue de Viollet-le-Duc, du saint Thomas, enfin de Viollet-le-Duc, et le coq qui a été récupéré dans l'incendie, le coq de la flèche, et qui est exposé dans la galerie des moulages. Les conférences qui vous sont proposées jettent d'abord un regard rétrospectif sur l'origine et le récit de l'irréductible présence de la cathédrale au bord de la Seine. Au fil du temps, nous allons aborder plusieurs questions, 3 thèmes principaux: de l'art de bâtir au Moyen-Âge, de la circulation des idées, des hommes et des matériaux, des expérimentations, des innovations techniques, comme aussi des conditions de l'essor des villes et des monuments jusque dans la proche Europe. Le deuxième point, nous aborderons le contexte propre à l'édification d'une cathédrale pour la capitale du petit royaume de France. Et en troisième point, de l'impact de l'évolution culturelle et politique sur les transformations et les restaurations de l'édifice, avec un arrêt sur les travaux de Viollet-le-Duc, qui sont très importants, à l'heure des premières campagnes de protection monumentale et des doctrines de restauration du XIXe siècle. C'est une époque charnière, donc c'est d'autant plus intéressant. Je l'ai dit à nos élèves de Chaillot, et d'ailleurs j'en salue quelques-uns dans la salle. Ces enseignements accompagnent l'intense mobilisation publique autour de la reconstruction des parties endommagées ou des parties disparues de Notre-Dame. C'est pourquoi ils s'ouvriront aux récents apports de la recherche scientifique et technique, à ses incidences sur les questions d'authenticité et sur le sens du projet de restauration. 4 rencontres sont ainsi consacrées en parallèle aux réflexions et aux débats entre professionnels, je vous le disais à l'instant, des experts ou des responsables de la prochaine maîtrise d'œuvre, enfin de la prochaine maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre qui est en cours, puisque vous savez qu'actuellement, la partie de consolidation d'urgence n'est toujours pas terminée. Au passage, j'en profite pour vous signaler que le cours du 5 décembre, nous risquons d'avoir un problème puisqu'il s'agit d'un jour de grève nationale et que donc nous prévoyons de la reporter. Si vous êtes inscrits, ce que j'espère, vous en serez bien sûr informés. Et je vous invite à consulter avant de venir le site de la Cité sur lequel nous mettrons bien entendu un entrefilet pour que vous ne vous déplaciez pas pour rien. Mais vous comprendrez que c'est aussi un événement indépendant de notre volonté. Alors pour entrer enfin dans ce cycle, nous accueillons en premier la conférence de Bruno Phalippe, historien, chercheur, professeur HDR depuis 2001 d'histoire de l'art et d'archéologie médiévale à l'université de Clermont-Auvergne, qui lance la perspective de notre enquête monumentale sur Notre-Dame à partir de ses conditions d'émergence au sein de la construction religieuse du Moyen-Âge, dont vous êtes spécialiste. Quelques mots simplement pour vous resituer dans le contexte universitaire et de cette conférence. C'est assez difficile de résumer votre parcours, tellement vous avez de réflexions, de publications et de passerelles scientifiques et combien vos travaux sont nombreux, interdisciplinaires et toujours très pointus. Néanmoins, vous avez suivi des études classiques jusqu'au doctorat à Paris 4 et un HDR dont le titre illustre votre trace dans l'histoire de l'art du Moyen-Âge. Ça s'intitule « Des terres médiévales en friche pour une étude des techniques de construction
et des productions artistiques montagnardes, l'exemple de l'ancien diocèse de Clermont, face aux élites, une approche des simples et de leurs œuvres. Je n'ai rien déformé. Non, non. En complément, vous avez pratiqué la fouille, l'archéologie du bâti et le chantier des monuments historiques pour ce qui concerne la taille de pierre, la charpente, la couverture et la maçonnerie. Cette approche très concrète aux frontières de l'archéologie, de l'histoire de l'art et de la construction alimente vos publications sur les matériaux et les outils, mais aussi sur les approvisionnements, les traités, les pratiques, l'organisation des espaces, les bâtisseurs, bref, à tout ce qui constitue le substrat de l'œuvre réalisée. Vous êtes enfin aussi investi dans ce qui nous intéresse ici à l'école de Chaillot, à savoir l'histoire des théories et pratiques de la restauration au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Je signale que vous préparez, je crois ne rien déflorer, la sortie d'un ouvrage à la fin de ce mois sur ce thème, avec Fabienne Chevalier qui est dans la salle, et qui fera une conférence d'ailleurs le 6 février prochain, si mes sources sont bonnes, dont le sous-titre « Manifeste pour le temps présent » nous intrigue, je vous l'avoue, et peut-être dont vous nous donnerez quelques explications. Il est temps de vous laisser la parole. Je vous laisse donc nous proposer cette conférence d'introduction sur le cycle Notre-Dame. Merci de votre attention. Merci. Et donc, avant de commencer, il me reste également à remercier du monde, et particulièrement l'école de Chaillot, Béatrice Roderer, responsable de ces formations à la Cité de l'architecture et du patrimoine. C'est une occasion qui est importante. Et donc j'ai intitulé mon intervention « À l'assaut du ciel, la cathédrale matérielle », tout bonnement parce que nous allons être sans cesse à croiser ce qui est du ciel et ce qui ne l'est pas. Les deux me paraissent absolument importants pour aller dans le sens également de l'émergence de conditions, de contradictions, de l'élaboration de l'architecture gothique en France. Alors on m'a bien précisé une chose, évidemment le cas du chantier de Paris est un petit peu à part. En revanche, je vais dessiner, si possible, à grands traits, un certain nombre d'aspects qui sont liés à l'émergence de ces architectures gothiques. Alors, pour les conditions et contradictions propres à l'élaboration de l'architecture gothique, il me paraît évident qu'il y a un plan qui est à suivre, avec en premier point la question des origines, des contraintes qui sont liées au développement d'un élan qui appartient à la fois à l'histoire matérielle, mais aussi aux cadres sociaux, afin d'expliquer ce qu'il est convenu encore d'appeler des architectures romanes et gothiques. Je le dis parce que ce sont des termes qui sont débattus, malgré tout. La question de la définition de l'art roman n'est pas si évidente que cela. Et ces derniers temps également, nous en étions à nous interroger à propos du terme de gothique aussi. Tout cela dans des contextes français au sens capétien du terme. Dans un second temps, nous aurons à considérer quelques-uns des aspects relatifs aux formes architecturales qui émergent lentement sur 3 siècles, en rapport avec un certain nombre de considérations liturgiques qui permettent l'adaptation des plans, des définitions, des éléments architecturaux, un problème de temporalité entre, on va dire, art roman et art gothique, avec des productions gothiques qui, théoriquement seulement, suivent les productions romanes, mais on verra que ce n'est pas toujours vrai. En troisième point, à la suite, on considérera l'instrumentalisation possible de ces architectures gothiques, de cette nouvelle manière de construire. On verra combien la question du chantier révèle sur les sociétés qui utilisent telle ou telle technologie. Et nous croiserons également le médiéval à l'actuel, de manière à considérer bien sûr le chantier roman et le chantier gothique, mais également peut-être prendre quelques repères quant au chantier contemporain, puisque les productions constructives ne sont pas équivalentes à celles du Moyen-Âge. Quatrième point, viendront ensuite les questions de la place de l'écrit, place de philosophie liée à la lumière,
mais liées également à l'ombre dans l'architecture. En cinquième point, j'essaierai de vous donner quelques exemples en replaçant le problème de l'émergence des gothiques dans le cadre d'un champ géographique peut-être plus large, qui me permettra d'aller sur les pays d'empire, le Saint-Empire romain germanique, si vous voulez, mais également quelques repères en pays plantagenets, de façon à considérer non seulement l'Île-de-France, les pays champenois et tout ce qui est du domaine de la Beauce, mais également voir comment cette règle gothique peine à naître au milieu d'autres pratiques beaucoup plus larges. Enfin, en sixième point, une définition végétalisante de l'architecture gothique vous sera proposée avec des incursions qui vous apparaîtront peut-être un petit peu plus tardives, mais qui sont du domaine de l'essentiel quant à la préconisation, si vous voulez, d'une autre manière de considérer l'architecture gothique et d'une autre manière de la voir. Alors, pour l'instant, je vous propose de nous placer aux alentours de la fin du Xe siècle, autour de 987. L'Île-de-France et le royaume de France ne représentent à ce moment-là qu'un simple confetti de pouvoir dynastique autour de Paris. Cependant, autour de Paris, des territoires qui sont essentiellement mis en valeur par ce que j'ai nommé les enfants de Caïn et d'Abel, des agriculteurs, des éleveurs, qui œuvrent et qui mettent en valeur des terres disponibles. Ce sont donc les communautés paysannes, des contrées septentrionales, des contrées qui entourent directement Paris, qui défrichent, qui labourent des terres lourdes, fraîches et humides. On le sait par l'archéologie, par tout ce qui est de l'enquête des sols. Ces terres sont lourdes, mais elles sont grasses de moissons à venir. Alors, on sait cela et on a l'assurance d'une reprise des activités agricoles aux alentours des 9e, 10e siècles, au moment où, semble-t-il, c'est débattu, c'est questionné, où, semble-t-il, les conditions climatiques permettent une réduction plus favorable du couvert forestier. Sous-entendu, la culture des céréales va peut-être pouvoir remplacer la réalité forestière pour obtenir au final de plus forts rendements. Donc, à l'origine de tout cela, de très grands domaines, de très vastes domaines terriens qui sont constitués autour d'abbayes d'empire, des abbayes organisées par les derniers Carolingiens. Et donc, au IXe siècle, ce sont les polyptyques qui nous renseignent, ce sont des textes comptables très complets, très joyeux, très agréables, qui nous donnent le nom des serfs, le nom des esclaves également. Ce sont les polyptyques d'Irminon, les polyptyques de Saint-Bertin, qui nomment également le nom des villages, les forêts, les cultures, les principales bêtes élevées dans de très longues listes. Et donc, à la fin du Xe siècle, sans que l'on sache exactement quel est le facteur déterminant, ces communautés paysannes vont obtenir le droit de défricher de nouvelles terres. La forêt recule, les terres sont mises en valeur parce qu'il y a de plus nombreux hommes à nourrir. Mais, à contrario, on a pu dire que la pression démographique est au contraire une conséquence de cet immense mouvement de défrichement, avec des fronts pionniers qui sont encore courants dans une période qui nous intéresse, 1130-1180, avec Paris ici au centre de tous ces points qui signalent les nouvelles conquêtes, les fronts de défrichement, tout ce qui témoigne d'une dynamique de ces communautés paysannes. Des défrichements qui pourtant vont cesser d'être couramment mentionnés dans les années 1220-1270, les tout derniers début du XIVe siècle, selon les zones étudiées, en Île-de-France, en Picardie ou encore en Champagne. Essentiellement des études universitaires de Robert Fossier et de Charles Higounet, historiens tous les deux. Donc ces espaces neufs, ce sont des terres que l'on nomme des essarts, tels les Essarts-le-Roi, ou encore des villes neuves, telles Villeneuve-Saint-Georges, qui contribuent
à la création d'un décollage économique, si vous voulez, qui est marquant dans les pays du Nord, qui est peut-être assez différencié dans les pays du Grand Midi. Donc d'une part, on a des politiques de jachère, d'assolement, de rotation triennale, qui vont accompagner des productivités rurales qui sont lentes, mais qui améliorent les rendements et qui favorisent des prélèvements, des détournements seigneuriaux qui signalent justement l'enrichissement de la société rurale et la possibilité de thésauriser une partie au moins des produits non consommés pour en constituer une sorte d'investissement futur. Donc nous passons de politiques agricoles extensives, où la moindre parcelle est exploitée, mise en culture, à une politique intensive, où l'on fait en sorte de survaloriser le cas de la culture céréalière avec des volontés spéculatives, ce qui est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement de cultiver pour obtenir du pain, mais bien de cultiver pour vendre des céréales qui permettent d'obtenir un investissement supérieur et de concentrer des moyens de production entre les tenants des grandes seigneuries royales, essentiellement ecclésiastiques et châtelaines. 1130-1270, je pense qu'il est évident que cela peut vous parler, ça correspond assez aisément à la grande période d'édification des cathédrales gothiques françaises, picardes ou champenoises, mais il est assez délicat de considérer que ces constructions et défrichements se font de façon simultanée. Ce sont au contraire les produits des surplus des défrichements antérieurs et des mises en valeur de nouvelles terres qui créent ensuite les conditions possibles d'ouverture des chantiers. C'est-à-dire qu'en somme, il existe toujours un décalage entre la mise en valeur de départ et l'investissement architectural qui vient après. Ce qui fait que pour justifier toutes ces constructions, on va dire des XIIe et XIIIe siècles, eh bien, il faut plutôt voir la mise en valeur des terres des IXe ou XIe siècles. Celles-là même de mise en valeur qui vont autoriser l'ouverture des premiers chantiers. Et effectivement, il y a ensuite des défrichements au XIIe et XIIIe siècle, de nouvelles mises en valeur qui vont accompagner le mouvement, le confirmer ou l'amplifier. Donc, dans les diocèses autour de Paris, cela se passe pour l'essentiel comme cela, mais il y a tout de même quelques exceptions, vous les connaissez. La cathédrale du Mans et la cathédrale de Beauvais sont surdimensionnées et visiblement, on n'a pas accordé le projet de construction, le projet architectural aux réalités économiques possibles. Donc, nous considérons cette date 1270-1330 comme un optimum, et particulièrement un optimum à la fois économique et un optimum climatique. Il faut considérer que tout ce qui vient après sera de l'ordre de la crise économique, crise frumentaire et crise climatique, avec ce que l'on a nommé le petit âge glaciaire, qui se fait sentir dans ces contrées-là à partir de 1220-1250, mais qui devient une réalité pour les communautés paysannes, comme pour ceux qui organisent les chantiers de construction, après 1300, avec des intersaisons pluvieuses, des étés catastrophiques, des orages très durs et des hivers trop froids. C'est ce que l'on a nommé le passage d'un monde plein, le monde du XIIIe siècle, à un monde vide, qui serait celui du XIVe siècle, particulièrement, vous l'avez compris, après 1348 et la Grande Peste. Donc ce sont des contextes importants, et s'il est également important de se nourrir, de nourrir les hommes, on va les encadrer, et notamment la paroisse est mieux structurée, le temps d'église pénètre toutes les couches de la société et également les campagnes, et tous se regroupent pour l'essentiel en village, en bourg, et également en vastes cités qui sont essentiellement d'anciennes capitales et agglomérations secondaires antiques. Nous assistons également, dans une suite tout à fait logique, à l'essor des communes, rapidement,
dans le nord, quand je dis dans le nord, dans les pays septentrionaux, et celles-ci vont obtenir des chartes de franchise, des chartes de liberté, et donc concurrencer le clocher par le beffroi. Alors, on va dire que ça ne se passe pas trop mal pour une ville comme Amiens. L'évêque et son chapitre cathédral accordent une place importante aux représentants des communes du diocèse, et on va dire que la construction de la cathédrale d'Amiens ne subit pas trop de désagréments. Mais à Reims, cela se passe très mal, et la haute aristocratie, l'archevêque et son chapitre, tiennent éloignés les représentants de la commune qui se révoltent, qui les chassent de la ville en 1234, cela notamment, mais pas uniquement, à cause de trop lourds prélèvements. Alors on a beaucoup insisté sur les trop lourds prélèvements pour la construction de la cathédrale de Reims, mais il est un second fait. On somme, quand je dis on somme, la haute aristocratie somme l'aristocratie d'entrer dans des liens de vasselage. C'est-à-dire qu'ils doivent devenir vassaux de membres de la haute aristocratie, ce qui semble assez insupportable à ceux-ci. Et les membres des communes, les habitants des communes s'insurgent également et vont constituer une commune de Reims qui va interrompre les travaux pendant plusieurs années. Les matériaux de construction de la cathédrale vont servir à élever des barricades jusqu'à ce qu'un accord finalement puisse être trouvé, mais assez tardivement. Donc vous avez là une cathédrale ou un chantier qui se retrouve comme point d'expression sociale d'une expansion urbaine septentrionale, assise également sur le développement des campagnes, dans un temps de concurrence entre des dynasties capétiennes et des dynasties Plantagenets, deux dynasties qui se font face, on va dire essentiellement, aux limites du Grand-Duché de Normandie. Cette cathédrale ou ce chantier gothique a donc bien pour origine des conditions historiques, des conditions économiques entre France et Angleterre, mais, à mon sens, elle est d'abord issue de ces océans de champs de blé, des champs de blé dont le produit est comme pétrifié dans l'architecture, pétrifié matériellement en une gigantesque tour de Babel, dont les prétentions sont celles d'une Jérusalem céleste qui va être essentiellement incarnée par l'évêque. Et là, il faut bien dire que les ecclésiastiques des temps carolingiens ou post-carolingiens, après la mort de Charlemagne, n'ont pas exactement cherché la voie de la raison au IXe siècle et au Xe siècle. Cela va avoir de très importantes répercussions jusqu'en plein XIe siècle. Alors, pour répondre à des usages propres au temple de Jérusalem, au Saint-Sépulcre, pour répondre également à des usages qui sont présents dans les principales églises de Rome. Les carolingiens vont décider d'une réforme liturgique qui va être mise en place et qui préconise des chevets à la fois orientés vers l'ouest, alors même qu'il existe des chevets orientés vers l'est. Donc on aboutit à une curieuse église qui est à la fois occidentée et orientée selon des usages carolingiens qui chiffonnent, qui gênent les liturgies gauloises. Donc l'église carolingienne va tenter de gallicaniser des usages romains, c'est-à-dire qu'elle va tenter d'adapter des liturgies de Rome, des liturgies qui sont propres également à Jérusalem, dans les Gaules. Et cela va être à l'origine d'églises assez curieuses, à double chevet, dont les espaces liturgiques sont réservés aux autels. Alors, c'est un des exemples que l'on peut prendre ici avec l'abbaye de Saint-Riquet, non loin d'Amiens, en Picardie, une église double avec des autels qui sont très nombreux, souvent plusieurs dizaines, et qui font l'objet de processions, de séparations grâce à des barrières liturgiques qui sont prévues pour protéger les autels, pour protéger les processions, et faire en sorte d'isoler les chanoines comme les moines. Les chanoines pour les églises canoniales, les moines pour les abbatiales. Et du coup, tous ces moines et chanoines ont besoin d'espace et les laïcs vont se retrouver dans une position délicate, c'est qu'ils vont être chassés de ces espaces ecclésiaux et chassés des nefs, cantonnés dans un seul espace très étroit, souvent sombre, et donc
mal éclairé et totalement voûté. C'est ce qui est indiqué en rouge ici sur ce plan, un espace purement occidental. Donc c'est un espace inférieur d'une façade qui va être nommé massif occidental, le Westwerk allemand. Ce massif occidental est en gros une église occidentale réservée aux laïcs, tandis que tout le reste de l'édifice, que vous voyez en bleu ici, est une église orientale qui est réservée aux clercs, aux moines, aux chanoines. Donc cela, c'est l'exemple de Santula Saint-Riquier, qui est un exemple tout à fait signifiant, qui a fait l'objet d'une multiplicité d'études, notamment celle de Karol Heitz, et près d'Amiens, on a pu fouiller cet édifice avec très importantes difficultés, mais ce qui me paraît assez intéressant dans cet édifice, c'est qu'on a de très belles descriptions et on a le nom de tous les autels, on a les dispositifs et on a également les parcours de procession dans tout cet espace ecclésial. Toutes ces processions se font selon un calendrier d'église qui est extrêmement précis et que l'on a pu nommer une liturgie horizontale, parce qu'elle se passe au niveau du sol. Simplement, il ne faut pas oublier qu'il existe également ce que l'on a nommé également, c'est un peu surprenant, mais une liturgie verticale, parce que dans les parties hautes de ces édifices, post-carolingiens, on va dire autour de l'an 1000, il existe des chapelles, des tribunes, dans les tours également d'autres autels, où sont installés d'autres barrières liturgiques qui spécifient donc d'autres espaces liturgiques où se déploie une liturgie en concordance, en réponse à celle du premier niveau, au niveau du sol, pour une liturgie horizontale. Et donc pour nous, on va considérer les choses sous cet aspect, avec le développement de façades extrêmement massives, les massifs occidentaux, façade peu éclairée, peu rythmée, avec juste une petite avancée que vous devinez ici, là, une petite avancée, un avant-corps, au niveau d'un portail qui, généralement, est très discret et totalement caché sous un léger vestibule. Alors, un petit peu plus tard, on va quitter ce massif occidental-là, très carolingien, pour aller vers des formulations qui sont toujours aveugles, toujours pourvus de tribunes à l'intérieur, et toujours fidèles à l'héritage carolingien, et pourtant construites au début du XIe siècle. Alors, je vous signale simplement que dans l'héritage carolingien, il y a ces fenêtres circulaires que l'on appelle des oculi, dont il faudra parler un petit peu plus tard. Alors, tous ces massifs sont très peu rythmés, et que l'on connaisse celui de Corvey ou encore de Maastricht, on peut en arriver à la formulation encore un petit peu plus tardive, première moitié du XIe siècle, si vous voulez, à Jumièges, avec des tours qui prennent de l'ampleur, un avant-corps qui est toujours présent, ici, très peu de décors, à peine quelques corniches, pas de contreforts, très peu de baies, si ce n'est pour éclairer les deux niveaux de tribune occidentale. Je vous rappelle que là, vous avez l'équivalent d'une seconde abside. C'est une seconde abside occidentale. C'est pour ça qu'il y a ces tribunes. Alors, évidemment, tout cela est lointain et cela nous amène à Saint-Denis, à Senlis ou à Chartres, où le massif occidental d'essence carolingienne va être bousculé une première fois. C'est-à-dire qu'on y ajoute maintenant assez systématiquement des contreforts, ce n'était absolument pas habituel auparavant. On pourrait presque proposer une lecture du contrefort comme étant d'essence capétienne, comme étant un des signes architecturaux qui marquent le temps capétien et son émergence, l'émergence d'une architecture spécifique à l'Île-de-France, à la Picardie, à la Beauce et à la Champagne. Mais n'allons pas trop loin. Des contreforts, certes, vous noterez que les portails qui étaient discrets jusque-là et masqués par un avant-corps sont au contraire totalement libres. On les montre, on valorise les sculptures et leurs ébrasements. On valorise également
ce que l'on nomme une façade harmonique. Vous n'ignorez pas qu'il y avait 2 tours sur la façade de Saint-Denis, et donc cela se nomme une façade harmonique, telle que vous les connaissez à Paris, Noyon, Reims ou Amiens. C'est une sorte de famille d'éléments de reconnaissance également. Alors, on va y ajouter un dernier élément. Cet oculus que j'ai mentionné à Maastricht devient une rose de façade et il va prendre un élément, un développement tout à fait particulier. Cependant, nos fidèles, nos laïcs, sont toujours placés hors des églises de pèlerinage, hors des cathédrales. Donc, ils sont placés au dehors et ils veulent entrer dans les sanctuaires qui sont réservés pourtant aux moines et aux chanoines. Alors, je vous prends l'exemple de Saint-Julien-de-Brioude, qui est un édifice canonial, donc réservé aux chanoines, qui est un édifice qui est très fidèle aux usages et aux liturgies carolingiennes et qui comprend une quinzaine d'autels dans les parties basses. Et donc tout cela va contribuer à alimenter, à exacerber des tensions qui sont très présentes au XIe siècle, puisque cela coïncide avec la mise en place d'une société seigneuriale, avec une châtellenie et avec une théorisation qui est nommée tripartition sociale. Ça peut vous rappeler certains souvenirs, c'est la théorie des 3 ordres, qui considère notamment, avec un certain nombre d'évêques, qui tentent de réguler les liens sociaux de cette période-là du début du XIe siècle, Fulbert de Chartres, Gérard de Cambrai, Adalbéron de Laon considèrent qu'il y a un ordre à respecter. Et d'abord, ceux qui travaillent, ce sont les laboratores, ceux que l'on appelle les serfs, et bien ceux-là doivent nourrir les 2 autres. Qui sont-ils? Ceux qui combattent, les bellatores, c'est-à-dire les milites, les seigneurs, et également les oratores, les clercs ou les prêtres. Alors évidemment, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, cette théorie est difficilement acceptée par les laboratores, par les paysans, qui, pour certains d'entre eux, se remémorent un certain nombre d'usages anciens qui sont basés sur ce qu'on appelle la propriété libre. Propriété libre que l'on appelle l'alleu, donc une propriété alletière. Et dans cette propriété libre, on ne dépend de personne. On est totalement propriétaire à la fois de la surface cultivée, mais également de son produit. Et si l'on doit rendre des comptes à quelqu'un, c'est à Dieu lui-même. Et là, c'est une relation directe, si vous voulez, entre le paysan libre et Dieu. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce qui est proposé par les 10 évêques que j'ai cités, qui proposent la tenure dont on a seulement l'usufruit et dont régulièrement on doit renouveler, on va dire, les accords seigneuriaux. L'alleu, c'est la pleine propriété. Alors, ces paysans de nos régions, à la fois Picardie pour l'essentiel, mais également Beauce et Champagne, se rappellent tous une chanson qui nous est donnée par Adalbéron de Laon, qui en est effrayé. C'est la chanson d'Adam. Et donc, les paysans chantent cette chanson depuis l'an 1000 et on en retrouve la trace en Angleterre jusqu'au milieu du XIVe siècle. Que nous dit-elle, cette chanson ? Eh bien, lorsque Adam bêche, lorsque Ève file, à la suite du péché originel, mais où est donc le Seigneur ? Il est illégitime, il n'est pas cité dans l'Ancien Testament, et donc il n'a pas lieu d'être. Vous voyez un petit peu comment il y a une forme de discussion autour de l'ordre social qui est préconisé par un certain nombre d'évêques. Donc le Seigneur, il faut savoir, il peut très bien être un clerc, et il peut souhaiter, ce clerc, assagir des foules qui sont désordonnées. Les fidèles sont toujours désordonnés. Autour de l'an 1000, il existe des foules paysannes qui chassaient des églises. Je vous le rappelle, pour l'instant, ces fidèles ne peuvent pas entrer dans les églises, ou simplement dans le massif occidental, qui est trop peu valorisant. Et donc, ces fidèles se réunissent dans les champs, dans les labours, dans les prés, et ils mettent en place ce que l'on a nommé joliment, je trouve, une liturgie galopante. C'est-à-dire qu'ils vont dans les prés et ils exigent de leurs abbés, de leurs évêques, amenez-nous ces reliques, qu'on puisse les voir et les toucher, et faites en sorte
d'amener également les membres de l'aristocratie de façon à ce que nous signions une paix. C'est effectivement le temps de la paix de Dieu, le temps de la trêve de Dieu ensuite, et pour nos zones, c'est pour cela que je vous ai passé cette carte en regard, cela se passe un petit peu plus tardivement que dans les pays méridionaux, on est entre 1020 et 1030, ça se passe à Compiègne, à Beauvais, à Douai, à Amiens ou encore à Arras, et on sait qu'il y a des foules immenses de paysans qui exigent de leurs évêques de réunir également les membres de l'aristocratie de façon à prêter serment. Et les clercs vont trouver une solution assez intéressante. Ils vont accepter l'entrée nouvelle des laïcs à l'intérieur des églises, mais à la condition de respecter une nouvelle liturgie. C'est-à-dire que s'en sera fait de la liturgie galopante ce que les clercs exigent des paysans, c'est qu'ils s'imposent une liturgie stationnale. C'est-à-dire que l'on doit rester debout, c'est-à-dire que l'on doit respecter un certain nombre d'usages, ne pas faire de bruit, chanter quand on vous le dit, ne pas danser, et faire en sorte de respecter un calendrier liturgique qui est mis en place à ce moment-là par les clercs. Donc un calendrier liturgique qui est assez strict et qui, notamment, je reviens sur ce plan-là de Saint-Julien de Brioude, va contribuer à faire en sorte qu'il n'y ait plus seulement de laïcs seulement dans le Massif occidental, mais ces laïcs vont pousser vers l'est en allant vers le milieu de la nef grâce à un autel qui va progressivement devenir l'autel paroissial, c'est l'autel Sainte-Croix. Autel du Saint-Sauveur parfois, mais d'abord l'autel Sainte-Croix. C'est-à-dire que nos clercs se retrouvent repoussés vers l'est et vont être obligés de concentrer les autels vers l'est. Alors ça, c'est une nouveauté et cela impose justement des adaptations. Il s'agit d'une nouvelle réforme liturgique qui va être adoptée, on va dire, dans la première moitié, seconde moitié du XIe siècle. On le connaît bien, ce chevet. C'est un chevet qui possède une abside, un déambulatoire et une couronne de chapelle rayonnante au XIe siècle, ici, avec cet exemple de Saint-Aignan d'Orléans aux alentours de 1029. Les autels qui étaient présents dans la nef sont peu à peu réinstallés dans le chevet, d'où la nécessité d'aller vers cette couronne de chapelle rayonnante qui satisfait les clercs et qui satisfait également les laïcs. Les laïcs sont cantonnés dans un petit tiers de l'édifice, la nef, et les clercs, les chanoines, les moines, sont au contraire placés dans les 2 tiers est de l'édifice. C'est ce qu'on a appelé également la règle d'une partition sociale de l'espace ecclésial, c'est-à-dire que tout n'est pas affaire de liturgie, il y a une division, si vous voulez, de l'espace et qui permet l'entrée des laïcs, mais sous certaines conditions. Donc on peut considérer que tout cet espace-là est dévolu aux clercs et ce déambulatoire va devenir, pour l'essentiel, la grande caractéristique des temps gothiques français au sens du royaume de France. Il existe, vous le devinez ici, très peu de différence entre ce plan qui, normalement, vous le voyez en bleu, est situé aux alentours de 1029, on va dire première moitié du XIe siècle ici, et vous voyez l'extension gothique qui reprend totalement ce plan premier. C'est une sorte de mise en écho. On ne détruit pas le plan du XIe siècle et on l'augmente à la manière gothique pour lui donner un développement plus important. Alors, vous les connaissez, ces plans. C'est à la fois Saint-Rémy de Reims, Saint-Denis, et pour ces 2 abbatiales, des plans qui sont très intimement liés aux Capétiens et qui voient leur chevet établi dans le second tiers du XIIe siècle. Cela quasiment sans aucun bouleversement vis-à-vis de ce qui a été imposé plus tôt, un siècle et demi plus tôt. Donc on va dire qu'il existe plus d'ampleur, plus de régularité, plus de maîtrise dans le tracé, plus d'assurance sans doute
sur les réalités architecturales, mais on va dire également, en tout cas, je pense qu'Arnaud Thimbert irait tout à fait dans ce sens, il n'y a pas de rupture fondamentale entre ce qui existe au début du XIe siècle et ce qui est proposé au XIIe siècle. Et ça, c'est absolument essentiel, en dépit de quelques hésitations, en dépit d'une plus grande assurance, la continuité est recherchée et cette solution, par ailleurs, pourra être boudée dans les pays d'Empire ou anglo-normands. Alors, prenons cet exemple autour de Paris. On peut hésiter, malgré tout. Ces plans-là ne vont pas s'imposer d'emblée. On peut hésiter et prendre l'exemple de la cathédrale de Paris avant l'établissement des chapelles. On peut prendre également la collégiale de Mantes ou la cathédrale de Sens, à droite, au milieu du XIIe siècle. Eh bien, les maîtres d'œuvre préfèrent parfois adopter une abside, un déambulatoire, sans aucune chapelle rayonnante, pour se référer à des formules prestigieuses que l'on connaît dans les pays d'Empire, plus à l'est, qui sont des formules que l'on connaît notamment ici, à Saint-Michel de Hildesheim, et qui témoignent, on va dire, de formulations qui sont liées à l'Antiquité tardive. Les grandes basiliques antiques pouvaient posséder ce type de plan. Donc c'est une solution simplifiée qui justifie l'usage d'un large déambulatoire, mais sans aucune chapelle rayonnante. Alors pourquoi prendre cet exemple de Sens ? Eh bien parce que Sens, c'est le lieu du siège de l'archevêché, et cet archevêché, il a autorité sur Paris, alors même que Paris est déjà une capitale royale qui est bordée au nord par la nécropole de Saint-Denis. C'est donc là un point tout à fait intéressant de friction important entre la géographie ecclésiastique qui se heurte à une volonté politique, celle de la construction territoriale royale, capétienne. Et Paris deviendra capitale, Paris cathédrale aura le statut d'archevêché plus tard, mais pour l'instant, c'est la cathédrale de Sens qui a cette autorité religieuse sur Paris. Donc tout en disant cela, rien ne se fait de manière totalement linéaire. Il y a des essais successifs, plus ou moins assurés. On va insister sur le fait qu'il existe une étrange continuité qui règne. On ne peut apparemment déceler ni de véritables crépuscules romans, ni de véritables aubes gothiques. Les cadres romans ne sont pas franchement épuisés, ils perdurent. Les cadres gothiques ne sont pas véritablement perceptibles ici. C'est la sculpture de Morienval. On est dans le premier quart du XIIe siècle. Pas de rupture, mais une forme de glissement indistinct en direction de réalisations que l'on nommera comment ? Des réalisations hybrides, ce sont des termes que l'on a pu utiliser, réalisation de symbiose, réalisation que l'on disait de transition en histoire de l'art au XXe siècle essentiellement. Donc c'est une pratique qui est souhaitée, celle de la mise en continuité, et il suffira de considérer par exemple ici une section de voûte du déambulatoire de Morienval, dans la région parisienne. La sculpture des chapiteaux reste romane. Les corbeilles sont particulièrement habituelles à ces temps de la première moitié du XIIe siècle. Les nervures ou ogives sont simplement tauriques. Je veux vous rappeler que ce type d'ogive taurique est connu en pays anglo-normand dès le début du XIe siècle. Simplement, on en systématise ici l'usage et on fait en sorte d'aller vers la croisée d'ogives qui est effectivement une nouveauté. Alors, ce type de réalité, ce n'est pas du tout exceptionnel. On les trouve donc à Morienval. Ça se retrouve à Chars, à Saint-Germer-de-Fly, dont je vais parler plusieurs fois, à Saint-Martin-des-Champs ou encore à Saint-Leu-des-Serans. Alors, problème pour nous, c'est que ces églises ne sont pas classées comme gothiques. En 1983, on les classe comme romanes, ces églises, dans une collection qui est la collection Zodiac de la France romane, que tout le monde connaît pour l'essentiel. Mais 4 ans après, elles se retrouvent, les mêmes églises, définies comme gothiques, dans la nouvelle collection, la France gothique, aux éditions Picard.
en 1987. Donc ça, c'est tout à fait curieux. Alors, ce n'est pas la faute des églises, c'est bien nos manières de catégoriser les choses, de les classer, de les décrire, de les définir qui posent problème. Alors, je ne veux absolument pas être négatif sur ce point-là. Les deux ouvrages ont été écrits à ce moment-là par Anne Prasch, qui a été ma directrice de thèse. Et Anne Prasch s'est sentie, on va dire, quelque peu obligée de se plier à la règle de la collection de Zodiac romane, et étant directrice aux éditions Picard de la collection gothique, elle s'est sentie obligée de revisiter quelque peu les choses et de les catégoriser autrement. Mais voilà, ça fait partie du métier, ça fait partie de ces choses qui sont assez surprenantes. Et à Saint-Germer-de-Fly, dans l'Oise, à votre avis, cette réalisation, elle est quoi? Elle est romane? Elle est gothique? Alors, par bien des détails, on serait tenté d'allier la sculpture, le décor des fenêtres, les arcs, à une formulation qui est romane. De la même façon, à l'intérieur, les baies des tribunes, les arcs sont en plein cintre, le décor est classique, de celui du XIIe siècle, et pourtant, dans cet édifice, toutes les voûtes sont d'ogives, et il y a des passages supérieurs qui sont ouverts beaucoup plus nettement que dans les pays anglo-normands au XIe siècle. Enfin, je ne vous les montre pas, beaucoup d'arcs sont également brisés. Ce qui manque peut-être, c'est la systématisation, la maturité, la manière de faire plus globalisée. Mais regardez ce détail que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, au niveau du tympan, il existe ce que l'on appelle un oculus, dont la tradition, la culture est clairement carolingienne, mais juste à côté, cet oculus a été quadrilobé, ce qui est assez neuf dans cette architecture. Simplement, encore une fois, pas d'erreur, ce n'est pas une création, c'est un emprunt, et cet emprunt va être largement utilisé, notamment à Notre-Dame du Paris, dans un certain nombre d'églises de la région parisienne. Je me souviens de celle d'Arcueil, notamment, et sous une version un peu simplifiée, dans la collégiale de Mantes, aux marges de la Normandie. Donc, ce quadrilobe n'est pas une invention, tout bonnement, parce qu'on l'utilise pour les plans des baptistères paléochrétiens. On l'utilise également pour les tables d'autel polylobées, comme celle-ci qui est à Besançon, mais également pour un certain nombre de plats liturgiques, des éléments de mobilier qui reprennent ce tracé du polylobe. Donc on a bien là, si vous voulez, à l'origine même du thème du polylobe, du cercle polylobé, l'Eucharistie. C'est un fait qui est absolument essentiel. Mais vous ne serez pas surpris ensuite de les retrouver au Haut-de-Chez dans la Meuse et également à Reims ou Chartres. C'est exactement le même thème avec cette définition de la lumière en supplément. Donc partout, on va retrouver dans l'architecture gothique naissante ce type de relation à la table d'autel polylobée et donc à l'Eucharistie. Alors, sur la question des significations architecturales, je veux vous proposer ce tout petit résumé, très court. À Cravant-les-Coteaux, dans le Val-de-Loire, je veux insister sur le fait que cet édifice du XIe siècle possède une définition générale dominante. Ce qui domine, c'est l'aspect funéraire. L'église est un tombeau, l'église est un sarcophage, tombeau du Christ, évidemment, dans une définition qui est tout à fait équivalente à celle des sombres vestibules des massifs occidentaux carolingiens. C'est-à-dire que le chrétien a beau être baptisé, il entre dans une église et il entre dans son tombeau, il entre dans son sépulcre et il va chercher au plus près de l'autel, par l'Eucharistie, la résurrection. On est là au XIe, mais ça fonctionne très bien également au XIIe siècle par souci de référence au Saint-Sépulcre. Il faut dire que cet homme a sous les yeux des sarcophages de ce type. Sarcophages qui sont des sarcophages qui comprennent les reliques des saints, des martyrs, et dont la formule générale reprend précisément cette curieuse alternance entre arc en mitre, arc triangulaire, et arc semi-circulaire, exactement comme ici. Je vous remontre l'architecture de Cravant-les-Coteaux. Vous avez pour chacune des baies
un arc en plein cintre et latéralement ce curieux arc en mitre avec ses bandeaux moulurés à billettes. Donc cette alternance n'est pas là pour rien et on a une multitude de références, si vous voulez, au sépulcre et également par le biais des cryptes souterraines, référence au tombeau du Christ. Alors, on va quitter le domaine de ces sarcophages sans oublier que les absides elles-mêmes, à Saint-Paul-les-Dax ou à Celles-sur-Cher, montrent des plaques historiées dans l'abside qui imitent les faces sculptées et habitées des sarcophages. Nouveau lien, nouvelle liaison vis-à-vis du tombeau du Christ. Alors, en dernier aspect, il faut savoir que ces réalités romanes, ici, sont également visibles pour les clochers, sous la forme d'une copie, si vous voulez, entre ce que l'on appelle ici des mausolées-tours, dotés d'une tholos, qui vont être transposés dans l'architecture des clochers. C'est une très belle étude qui avait été réalisée en 1995 par Pierre Dubournov dans les cahiers de civilisation médiévale, qui proposait ce lien direct entre le tombeau du Christ, sous la forme du mausolée-tour cubique ou du mausolée-tour à tholos, qui progressivement va être transposé sous la forme de ces clochers. Alors, ces réalités sont assez intéressantes parce que on s'aperçoit que dans les temps gothiques, dans les temps de l'émergence gothique, les choses sont moins nettes. Autant au XIe et XIIe siècle, on avait une relation directe au tombeau, au sarcophage, au mausolée-tour, autant ici à Courmelles, vers 1160, on s'aperçoit que la relation au sarcophage n'est pas si évidente que cela. Vous avez un chevet, une abside, qui enchâsse une extrémité architecturale qui évoque le sarcophage, comme si le sarcophage dépassait de son abside. Et à Courmelles, dans l'Aisne, on a cette solution que l'on retrouve à Nouvion-le-Vineux, également dans l'Aisne, avec curieusement une abside qui montre cette excroissance qui est celle d'un tombeau, d'un reliquaire ou d'un sarcophage. À ce moment-là, il n'y a plus de crypte. On a supprimé la crypte, on a supprimé les références très directes au sarcophage, on en garde le souvenir, et ce souvenir apparaît sous la forme d'un décor que l'on nomme décor de Gable, qui existe parfois, rarement, dans les temps romans, mais décor de Gable ajouré, qui va devenir la règle au milieu du XIIIe siècle dans les temps gothiques. Donc les cryptes tombeaux sont abandonnés, il n'y a plus de cryptes dans les mondes gothiques, il n'y a plus de référence exacte aux funéraires et aux sarcophages. Les références se font plutôt vers ce que l'on va nommer plus tard, à partir du milieu du XIIIe siècle, la cage de verre. Référence essentiellement à la Sainte-Chapelle, mais référence surtout aux reliquaires. Les reliquaires, ce sont ces éléments de mobilier qui comprennent et qui protègent les reliques. La relation au funéraire n'est plus aussi évidente, la relation au décor d'orfèvrerie beaucoup plus. Alors, réfléchissons à ces aspects et considérons Saint-Denis sous cette vision-là, avec un territoire que l'on va interroger autrement. Saint-Denis, évidemment, c'est un édifice qui est clairement inscrit dans la forme de modernité ou de nouveauté, de novation gothique. C'est un édifice qui est construit dans le second tiers du XIIe siècle. On l'a bien en tête. Et, précisément, Notre-Dame-du-Port à Clermont, c'est un édifice qui, lui aussi, est construit dans le second tiers du XIIe siècle et qui se présente inachevé en 1185. C'est-à-dire que les travaux de Notre-Dame-du-Port correspondent exactement aux travaux de Saint-Denis. Alors, il y a une concomitance, si vous voulez, une simultanéité qui a interrogé les historiens d'art, et encore une fois, l'art roman ne suit pas forcément toutes les logiques de la modernité.
On a ici un édifice qui se refuse à être gothique d'une certaine manière. Il y a une forme de concurrence entre des temps gothiques du nord et des réalités romanes du sud, mais on n'est pas en avance ici, on n'est pas en retard là. On se situe différemment par rapport au temps et à l'idée que l'on s'en fait. Autrement dit, si le Grand Midi du royaume se place fidèlement dans le cadre roman, c'est également pour respecter le temps long, le temps lent de la permanence, de la continuité dont on a parlé tout à l'heure. Au contraire, le nord du pays, le nord de la France, se positionne maintenant beaucoup plus clairement dans un temps de rupture face aux exigences d'un temps court, d'un temps nerveux, d'un temps dynamique qui est condamné à être sans cesse productif. Il s'agit d'exister, il s'agit de dominer. Alors, on va voir que tout cela n'est pas si évident que cela, parce que précisément les quelques changements que l'on peut percevoir dans le Grand Midi se perçoivent sur 2 ou 3 siècles. Or, maintenant, nous nous plaçons en Île-de-France, en Picardie, aux limites du duché de Normandie, en Champagne, et tout se passe extrêmement rapidement sur 2 ou 3 décennies. Il y a une échelle de temps qui est complètement différente. 2 ou 3 siècles dans un premier cadre, une échelle de temps long, et là, dans les cadres gothiques, grâce au cadre gothique, on fait en sorte d'aller vers un temps extrêmement court. Alors, il y aura des soutiens à ce temps très court des gothiques. Ces soutiens, pour l'essentiel, ce sont peut-être, je vais parler rapidement, ce sont des hommes en rupture, mais ce sont également des hommes de rupture. À savoir que dès qu'il y a un personnage parfois important qui est en indélicatesse vis-à-vis d'un pouvoir, il va se tourner vers le roi de France. Exemple d'Adalbéron de Reims, c'est un évêque lotharingien qui est en difficulté face à l'Empire germanique, eh bien, il va se tourner vers le roi de France. Géraud d'Aurillac, c'est un méridional qui va devenir secrétaire d'Hugues Capet, il se tourne vers le roi de France. À chaque fois, on a le sentiment d'une forme d'attirance, si vous voulez, il y a des opportunités réformatrices et certains hommes, des abbés, des prieurs, des évêques, vont être tentés de soutenir la politique royale et de renforcer cette définition d'un temps court qui suppose d'aller en permanence vers le changement, vers le bouleversement, notamment architectural. Donc on a là des pratiques, si vous voulez, qui se mettent en place et qui sont assez surprenantes parce que partout ailleurs, elles sont refusées. Je vous prends simplement un exemple. On a parlé tout à l'heure de vassaux. Ça suppose l'usage de l'hommage. Eh bien, l'hommage se répand très tôt en Île-de-France et dans les pays adjacents, on va dire dans le courant du XIe siècle. Mais il se répand extrêmement tard, la pratique est très tardive, par exemple dans le Massif central. En Auvergne, on a un refus de l'hommage, y compris à la fin du XIIIe siècle. On a de petits seigneurs auvergnats qui, dans le courant du XVIe siècle, disent tout de go, je ne rendrai pas hommage, je ne prêterai pas hommage, si je dépends de quelqu'un, c'est simplement de Dieu directement. Donc vous voyez qu'il y a là une forme de résistance du Grand Midi, des pays du Grand Midi, et au contraire, une sorte d'agrégation progressive des pays du Nord autour du royaume de France et de Paris. Alors, on va rechercher un certain nombre de fidélités au roi de France et on ne dispose pas d'architecture. Notamment pour l'architecture des laïcs, le problème féodal, c'est que les vassaux sont indisciplinés et belliqueux. On veut les faire entrer dans l'ordre du religieux, on n'y arrive pas et progressivement, offensive après offensive, host après host, on va faire peu à peu entrer la haute aristocratie dans le giron de ces hommages royaux. Le roi ne possède pas d'architecture. En revanche, les vassaux en possèdent une, et vous le voyez ici, avec Fulquenera et Loche, les grands vassaux de France possèdent une architecture parfaitement reconnaissable. C'est ce que l'on appelle le donjon anglo-normand, une architecture qui ne va pas être celle du roi de France.
Le roi de France n'est pas un membre de la haute aristocratie. Normalement, il se situe au-dessus de la haute aristocratie. Donc il va se chercher une architecture beaucoup plus reconnaissable avec des solutions totalement inusitées, ni en pays d'empire, ni en pays anglo-normand. C'est la tour dite philippienne. Là où il y a un donjon anglo-normand qui signale la réalité de la haute aristocratie belliqueuse, il y aura systématiquement, à partir de la fin du XIIe siècle, des tours circulaires que construiront les officiers, les ingénieurs du roi. Donc on peut s'interroger ici, là, dans cette construction territoriale du royaume de France, on peut se demander s'il n'y a pas là, au détour de cette tour de plan circulaire, une quelconque instrumentalisation de l'architecture. Toutes les voûtes à l'intérieur de ces tours sont gothiques. Et Dieter Kimpel a publié un ouvrage dans lequel il précise que cette architecture devient partisane. Elle devient le signe d'un parti, le signe du roi. Alors il est évident que le roi ne va pas être tenté d'utiliser des usages impériaux. Il ne se réfère pas à l'Empire. Il ne peut pas utiliser non plus des architectures qui sont celles des Plantagenets ou de ceux qui vont devenir Plantagenets après 1152 avec le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec un Plantagenet. Donc ils vont faire en sorte de travailler différemment pour tenter de caractériser par une architecture spécifique tous ces pays en jaune foncé ou en jaune clair ici qui pour l'instant ne possèdent rien de reconnaissable. Le roi n'a pas d'architecture, sauf pour ce qui concerne le château. La tour circulaire va devenir le symbole de la présence du roi de France absolument partout dans le royaume. Dès qu'un duché, dès qu'un comté, dès qu'un évêché entre dans le giron du roi de France, il y a systématiquement des tours circulaires. Donc posons-nous la question. L'architecture gothique, quelle est-elle ? Volonté politique ? Ce n'est pas certain. En tout cas, Arnaud Timbert résiste à cette idée-là. Je n'y résiste pas. Et au sens où je l'entends, il y a bien, à mon sens, émergence des cadres gothiques dans des contextes de recherche d'autonomie et d'indépendance du royaume de France, qui ne peut adopter les usages en bleu ici de l'héritage des Plantagenets avec le mariage d'Aliénor d'Aquitaine, qui ne peut non plus adopter les héritages impériaux post-carolingiens avec l'Empire ottonien. Alors, c'est une façon de poser les problèmes d'emblée, et on peut également interroger le chantier gothique autrement. Alors, je ne vais pas vous faire une grande leçon sur les différentes étapes d'adoption de l'élaboration des solutions gothiques, mais plutôt considérer pour certains d'entre eux les hommes, quelques traits techniques qui, à mon sens, peuvent traduire des seuils, des tensions technologiques, qui montreraient des changements, qui iraient dans le sens d'une adoption de techniques gothiques. Alors, il est évident que tous ces édifices gothiques, ou qui vont devenir gothiques, nécessitent des fondations, et ces nouvelles œuvres peuvent être fondées à la fois sur des pieux de chêne, comme je vous le présente ici, mais également par le biais de forts massifs de maçonnerie. Alors c'est toujours un débat, hein. Je vous signale que Dany Sandron, pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, pense que ce sont des massifs de maçonnerie et non pas des pieux de chêne. J'avoue que je suis un petit peu plus interrogatif, mais pourquoi pas, hein. Ce sont des hypothèses à propos de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui est positionnée sur une île, ne l'oublions pas. On peut également, donc, après les fondations, remployer des matériaux antiques et réutiliser des pierres de la cathédrale précédente. C'est tout à fait attesté à Notre-Dame de Paris, hein, à la fois dans ses fondations et dans un certain nombre de remplois qui existent ici ou là. On se doit évidemment d'ouvrir un certain nombre de carrières dont la pétrographie, la qualité des pierres est adaptée au projet, en termes de couleur, en termes de dureté, de porosité, des matériaux qui, pour toute l'Île-de-France et les pays anglo-normands, ont été étudiés notamment par Annie Blanc, Paul Benoît et Jean-Pierre Gély.
mais plus récemment, pour l'Île-de-France, par Marc Viré de l'INRAP et par Lise Leroux du Laboratoire de recherche des monuments historiques. On doit donc continuer et entrevoir ce qui est du domaine de l'organisation des chantiers, trouver les hommes, les embaucher, les garder. Les hommes ne restent pas nécessairement sur les mêmes chantiers. On doit apprendre à tracer les pierres pour le moindre chapiteau, pour le moindre claveau, les arcs, les gables. Exemple ici à Clermont-Ferrand pour les terrasses sud de la cathédrale, sur lesquelles sont disposés des tracés d'épure qui aident à comprendre le projet, qui permettent de se guider et de guider les équipes. Enfin, on peut signer les pierres, ne l'oublions pas, et dans des proportions variables à chaque fois, toujours sur les faces visibles, c'est-à-dire qu'on les montre, on veut qu'elles soient vues. Ces marques, ces signes lapidaires, si vous voulez, sont plus nombreux à proximité des autels, plus nombreux à proximité des trésors de reliques. C'est-à-dire qu'il y a là, derrière le signe lapidaire, non seulement un signe de constructeur, une marque associée directement au chantier, mais également une marque de prédication muette des laïcs qui honorent Dieu et qui vont être tentés de placer en plus grand nombre leur signature, leur initiale, leur nom, pour être protégés et en même temps honorer Dieu. Alors, cette histoire monumentale, là, me paraît à la fois très intéressante, mais beaucoup trop précise. Et donc, le travail de l'homme médiéval est en quelque sorte fossilisé en une pensée de Pierre dont on peut lire quelques bribes. Et c'est ce que je vais vous proposer maintenant, avec ce que j'ai improprement nommé un homme roman, c'est-à-dire un homme de culture romane, si vous voulez, un homme qui voit son travail plongé dans le cadre des XIe et XIIe siècles. Ces hommes romans, ils sont nombreux, on le sait. Ils sont manouvriers, manœuvres si vous voulez, ils sont maçons, ils sont tailleurs de pierre pour l'essentiel. Et les tailleurs de pierre sont loin de dominer le chantier à ce moment-là. En règle générale, une moyenne, 5 à 7 manouvriers pour un tailleur de pierre et quelques maçons. Mais le tailleur de pierre travaille en équipe, il produit peu, il produit lentement, temps long, toujours, on le garde en mémoire, comme s'il s'agissait de bâtir une éternité sans changer ni le plan, ni les architectures, ni la sculpture, et ils produisent lentement. Entre l'an 1000 et la fin du XIIe siècle, dans un certain nombre de provinces, de diocèses, on produit de la même façon, sans changer rien. Un bloc de module moyen, c'est ce que je vous présente ici, ce bloc-là va être marqué par 200 ou 300 impacts d'outils. Vous ne voyez pas pour l'instant, mais là, un siècle après, avec des variables d'une région à l'autre, l'homme gothique, celui-là, il ne travaille plus du tout de la même façon. Les manouvriers sont toujours là, en très grand nombre, mais les maçons ne sont plus là ou ils sont invisibles socialement, ils ont disparu, on ne les voit plus, on ne les pressent plus, on ne les remarque plus socialement dans le chantier. En revanche, les tailleurs de pierre sont omniprésents dans ce chantier et le chantier gothique, précisément, va être marqué par un moins grand nombre de tailleurs de pierre. Ils sont moins nombreux, mais ils travaillent plus vite et ils travaillent plus. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il y a eu, entre le XIIe et le XIIIe siècle, une nette augmentation de la productivité. Exigée, peut-être, mais en tout cas permise. Les outils sont plus légers, les gestes sont plus précis, tout ce qui est de l'ordre de la pensée de la taille de pierre a évolué, a changé, et je ne fais que vous prendre cet exemple-là pour une face de pierre identique à la précédente, entre 600 et 800 impacts d'outils. 2 à 300, 600 à 800. On passe des mondes romans au monde gothique. Donc le caractère intensif du travail semble caractériser les mondes gothiques. Alors Arnaud Timbert, encore lui,
a beaucoup signalé justement ce fait-là dans les cathédrales picardes et d'Île-de-France, et il insiste sur le fait que notre tailleur de pierre n'a plus le temps de soigner son travail. Il est obligé de se plier à la rapidité et à la standardisation de son travail, construire plus vite. Alors, pour vous donner également une idée de ce processus en cours, sous un angle un peu différent, voici ce temps particulier de l'homme roman, qui sait encore faire vibrer les parements et les parois grâce à ces gestes. Ces gestes comprennent toujours une part d'imprécision, d'aléatoire, qui autorise des jeux irréguliers de lumière, de relief. L'homme gothique, lui, va apprendre à lisser les aspérités et à travailler ainsi. C'est une taille que l'on dira peignée en une pluie d'impact. Il n'y a plus ici la même rugosité de la surface. Deux cultures différentes. L'homme de la culture romane frappait tous les 2 ou 3 mm, l'homme de culture gothique frappe quasiment tous les 2 mm. On aboutit donc à ces 600 à 800 impacts. Alors, de la même façon, là où le tailleur de pierre roman est encore brouillon, il garde malgré tout une certaine liberté de geste, grâce à l'imprécision précisément des impacts de ces outils. Alors je n'ai fait que prendre cet exemple de Sainte-Foy de Conques au milieu du XIIe siècle, mais on va voir qu'il n'en va pas de même ensuite. À partir du moment où les usages gothiques se mettent clairement en place, les signes lapidaires disparaissent, comme si l'homme producteur roman avait pour habitude de signer, d'apparaître, de sortir de l'anonymat, et comme si l'homme producteur gothique replongeait dans une forme d'anonymat en signant moins. Alors, exemple ici de ce travail du milieu du XIIe siècle à Sainte-Foy de Conques, et immédiatement à droite, j'ai bien mis la date, c'est le chantier de restauration de l'abbaye de Douai qui est juste situé non loin du Puy-en-Velay. Ce ne sont pas les mêmes hommes, ce ne sont pas les mêmes cultures, ce n'est pas le même travail, c'est donc pas le même résultat. À droite, vous avez ici le résultat d'un travail qui est plongé dans une société du temps court devenue totalement industrielle. Alors c'est un trait de notre époque, ça doit interroger également nos chantiers du monument restauré. On avait au début du XXe siècle un architecte des monuments historiques qui s'était clairement interrogé par rapport à cela, c'est Achille Carlier qui était très critique vis-à-vis des politiques de restauration. Alors, également pour aller dans ce sens, cette pierre-ci, on peut considérer qu'il s'agit d'une pierre qui est extraite d'une carrière à la manière médiévale. Ça se présente un petit peu comme ça, avec des aspérités encore très brutes, qui nécessitent de la part du tailleur de pierre une vraie réflexion, une véritable anticipation de son travail, de sa part, de manière à aboutir au bloc voulu. Mais la pierre de restauration actuelle, bien, elle sort la plupart du temps sciée mécaniquement de la carrière. C'est-à-dire que la pierre de restauration, en Europe, est produite par train de sciage automatisé, par des haveuses mécaniques. Elle est scié aux dimensions, comme ceci. Et de ce fait, l'ouvrier restaurateur, le tailleur de pierre actuel, doit se contenter de ce que l'on appelle un surfaçage. Donc, depuis ce bloc scié mécaniquement, l'ouvrier actuel va mécaniser son travail. Il utilise des marteaux pneumatiques très courants dans la restauration. J'en ai pris 2 exemples pour un chantier de restauration récent à Douai et un petit peu plus ancien à Notre-Dame-du-Port. Ce sont des marteaux pneumatiques. Alors, face à cette mécanisation, 2 attitudes possibles, 2 solutions éventuellement. Accepter le surfaçage, accepter la pierre sciée et une définition qui est peut-être un peu appauvrie du travail du tailleur de pierre. Donc c'est le cas ici, ce tailleur de pierre choisit de surfacer la pierre sur 2 ou 3 mm d'épaisseur, rien de plus. Mais certains tailleurs de pierre refusent cette option-là et font en sorte de demander des pierres qui sont de dimensions plus importantes, de manière à ne plus avoir à surfacer, mais bien tailler la pierre. C'est-à-dire que là,
vous le voyez, il est obligé de travailler une surface sur 2 ou 3 cm d'épaisseur et non plus 2 ou 3 mm d'épaisseur. Donc ça, ces façons d'interroger le travail du restaurateur actuellement, très probablement, il y a eu ces réflexions-là entre le XIIe et le XIIIe siècle, entre les temps romans et les temps gothiques. Des ouvriers, des tailleurs de pierre se sont interrogés. Alors, on a un très bel exemple que je ne peux pas vous montrer, qui est à la Madeleine de Vézelay, dans le chevet gothique qui a fait l'objet de la thèse d'Arnaud Timbert, où l'on montre bien que certaines des parties sont travaillées avec un outil, puis immédiatement avec un autre outil. Mais quand on compare les deux pierres, on s'aperçoit que ce sont les mêmes signes lapidaires. Ça veut dire qu'un homme, tout d'un coup, a compris qu'il pouvait passer d'une technique à une autre et il fait évoluer son travail. Il réfléchit à son travail et par là même, il adopte des manières de faire, de construire qui sont gothiques à Vézelay. Donc ça me paraît absolument essentiel de comprendre ces réalités-là. Alors, pour aller tout à fait dans ce sens, ces architectures gothiques, dans leurs conditions d'élaboration en Île-de-France et dans les régions adjacentes, ces architectures gothiques ne sont pas seulement nourries de matière et d'outils, elles sont nourries d'écriture et de lumière. Tous les centres diocésains, toutes les capitales royales, comtales, diocésaines, toute présence aristocratique suppose des chancelleries, des juristes, des notaires, des copistes, des spécialistes de l'écrit, sans compter les enlumineurs qui, notamment à ce moment-là, commencent à répandre ce qu'on appelle les Bibles moralisées. Et cet écrit, c'est un signe des temps. Vous vous souvenez peut-être qu'Irving Panofsky a publié en 1948 son architecture gothique et pensée scolastique, c'est-à-dire qu'il lie l'émergence des architectures gothiques à la pensée scolastique. C'est un ouvrage qui sera réédité en 1967, puis en 1974. Alors, sans entrer dans le détail, cette scolastique classique d'Église va se développer au XIIe siècle et va s'épanouir au siècle suivant avec Bonaventure, Thomas d'Aquin. Les travaux de ces auteurs vont contribuer à ordonner la pensée, à structurer l'écrit, à rythmer plus clairement les démonstrations, ainsi qu'on le ferait avec nos chapitres d'un livre. Eh bien, à ces structures clarifiées peuvent répondre des architectures équivalentes et des structurations tout aussi logiques. Alors, nos écrits, on peut les considérer de différentes manières, et les épigraphistes, les paléographes, travaillent à ces écritures. Et notamment, certaines de ces écritures sont bien connues. Pour la période romane, on les nomme minuscules carolines, en rapport avec Charlemagne, jusqu'au milieu du XIIe siècle. Mais immédiatement après le milieu du XIIe siècle, c'est-à-dire au moment même où il y a émergence des gothiques, eh bien, on passe à l'écriture gothique. En France du Nord, seconde moitié du XIIe siècle. Et cela a invité un paléographe qui se nomme Robert Marichal à mettre en valeur une homologie entre écriture et structure. Il travaille bien sûr à l'architecture, mais il travaille aussi aux baies rayonnantes et il considère la brisure logique de chaque lettre gothique et il la met en rapport avec cette baie rayonnante. Il fait de même avec la baie flamboyante. À chaque fois, il établit un parallèle, une homologie entre l'architecture, le cadre ornemental et l'écriture, le fait d'une civilisation, le fait d'un peuple, le fait d'une population, le fait de classes sociales qui utilisent de plus en plus l'écriture. Alors, c'est à la fois un poncif, un piège, un petit peu facile et une réalité qu'il faut absolument nuancer, mais toutes les recherches gothiques ne sont pas forcément liées à l'écriture et elles peuvent être liées à la lumière. Alors, on a beaucoup insisté sur ce point. La lumière est absolument essentielle dans les cadres gothiques et particulièrement dans les proches espaces qui sont liés au domaine royal capétien. Alors, on a l'exemple type, le texte voulu, le texte de l'abbé Sugère qui insiste sur la lumière à propos de Saint-Denis et toute l'historiographie liée
aux cadres gothiques qui se mettent en place, cette historiographie s'en délecte des textes de Suger. Lumineux est ce noble travail, mais noblement lumineux, il illuminera les esprits afin qu'ils aillent, grâce à des lumières vraies, vers la vraie lumière dont le Christ est la vraie porte. Et un petit peu plus loin, l'esprit stupide s'élève à la vérité grâce à ce qui est matériel, et en voyant cette lumière, il ressuscite de son ancienne submersion. C'est-à-dire qu'il voit dans le lieu même du sanctuaire, un sanctuaire baigné de lumière qui équivaut par la lumière à un nouveau baptême, un baptême de lumière, un baptême qui correspond à des faits immatériels qui permettent d'atteindre par des lumières visibles d'autres lumières qui seraient invisibles. Donc cette question de la place de la lumière a énormément interrogé l'historiographie française, et à mon sens, on l'a sans doute un petit peu survalorisé. Il me paraît intéressant de considérer bien sûr ces édifices baignés de lumière, mais de considérer également qu'il y a aussi un présupposé qui est évolutionniste. À l'art roman succède l'art gothique, à l'ombre romane succéderait le gothique de la lumière. Simplement, il vous suffira de comparer ici une baie du XIIIe siècle, fin du XIIIe siècle à la cathédrale de Clermont. C'est une baie qui est tout à fait habituelle à toute construction gothique du royaume de France, à celle de droite qui domine dans de très nombreux sanctuaires gothiques des pays plantagenets. Gothiques, j'insiste bien, les deux sont gothiques et les deux sont strictement contemporains. Or, vous voyez qu'à gauche, avec cette verrière de Clermont, nous sommes face à un cadre rayonnant dominant, une haute et large baie, mais à droite, vous voyez qu'au contraire, on fait en sorte de survaloriser le mur, la paroi, l'ombre, pour des liturgies qui n'ont rien à voir. Les liturgies françaises, les liturgies de Saint-Denis, les liturgies des premières architectures gothiques sont baignées de lumière. Elles ont besoin de la lumière pour faire briller les sanctuaires et faire briller les reliquaires. Les mêmes sanctuaires plantagenets, puisqu'il s'agit au Grand-Bourg de Salagnac d'un édifice de Plantagenet, dans les grands pays d'Ouest, n'ont pas besoin de cette lumière. Ils préfèrent laisser les fidèles dans la pénombre, dans l'ombre qui était celle des temps romans. Donc une sorte d'attrait pour l'austérité qui peut coexister, alors même qu'il y a dans les deux cas, Plantagenet et Capétien, des architectures gothiques. Donc il faut faire attention et peut-être ouvrir un petit peu plus largement et considérer, par exemple, ce cas de la cathédrale de Soissons, au niveau de ce transept sud, chevet classique, fin du XIIe siècle, 4 niveaux, des niveaux dont vous vous rappelez qu'il y aura une simplification, une réduction à 3 niveaux à Chartres dans les années 1200, de façon à donner plus de lumière au vaisseau principal. Or, au même moment, de façon strictement contemporaine, à la cathédrale de Tournai, les cadres gothiques sont bien là, mais vous le voyez, avec adoption de formulations encore quasiment romanes, beaucoup plus lourdes, qui laissent beaucoup plus de place à la maçonnerie. De la même façon, à Saint-Germer-de-Fly, à l'extérieur, c'est un édifice de la première architecture gothique, pas d'arc-boutant. Les fenêtres sont larges, mais ne possèdent pas encore les caractéristiques qui sont celles souhaitées pour le second âge gothique. Donc ça paraît une évidence tout cela, mais il faut interroger. Et notamment interroger les pays plantagenets. Qu'est-ce qui se passe dans les pays de l'Ouest ? Qu'est-ce qui se passe dans les pays anglo-normands ? Un système complètement différent. On privilégie des nefs uniques, très larges, peu hautes, trapues. C'est valable au Mans, Notre-Dame de la Couture. C'est valable à Poitiers, à la cathédrale. C'est valable ici, à la cathédrale d'Angers. Les pays plantagenets privilégient ce système-là parce qu'il se réfère directement au temps long de l'Antiquité tardive, au temps long des temps carolingiens.
En gros, pour simplifier, il y a un module d'une largeur pour une hauteur. Alors même que dans les temps gothiques d'Île-de-France, on a un module complètement différent, une largeur pour 3 hauteurs. Donc il y a une élongation des vaisseaux qui est nette dans les temps gothiques d'Île-de-France et au contraire des réalités qui sont beaucoup plus ramassées, beaucoup plus trapues, beaucoup plus écrasées dans les temps gothiques plantagenets. Alors, de ci, de là, il existe parfois des bas-côtés, effectivement, dans les espaces plantagenets. Cas de Saint-Serge d'Angers, vous le voyez, ça ne convient pas du tout à notre esthétique, celle que l'on a dans toutes les têtes, dans toutes les mémoires. Chartres, Reims, Amiens, le vaisseau principal est beaucoup plus élevé que les vaisseaux latéraux. Ici, au contraire, les vaisseaux latéraux sont de même hauteur que le vaisseau principal. C'est ce qu'on appelle une église-halle. Dans les espaces plantagenets, on privilégie plutôt la modestie, plutôt l'horizontalité et plutôt l'égalité entre les espaces et les volumes. Dans les espaces capétiens, on va privilégier une verticalité hiérarchisée. Le vaisseau principal est le plus important, les bas-côtés méritent leur nom. Donc, particularité ici, vous le voyez, il y a une forme d'opposition strictement contemporaine entre les éléments construits à la fin du XIIe siècle en pays plantagenets et ceux d'Île-de-France. Pays d'Empire, de façon à comparer, à Münster, un petit peu plus tard, et je vais vous montrer à Herford, c'est exactement la même chose. Les pays d'Empire et les pays plantagenets se choisissent exactement les mêmes types d'architecture. Large nef unique, architecture plutôt trapue, ramassée, peu d'éclairage, 2 niveaux seulement, et quand il y a des bas-côtés, église-halle. Ce ne sont pas des choix français au sens du royaume de France. Les choix français magnifient les élévations grâce aux liturgies de verrières largement ouvertes. Ils ont besoin de lumière. En pays d'Empire, on résiste à la lumière. En pays plantagenets, on résiste également à la lumière et aux grandes élévations. Alors, cela, c'est un point, mais on va peut-être interroger autrement l'architecture gothique. Et notamment reprendre cette question d'une architecture gothique qui serait liée à la nature et qui ferait face à la nature. Donc une architecture gothique qui serait liée au végétal dans sa définition architecturale, interprétée, et un petit peu plus tard, on le verra également dans sa colonisation biologique. C'est ce qu'Étienne Hamon a préconisé sous la forme d'une définition végétalisante de l'architecture gothique, ce qui est une très belle expression. Alors, c'est un fait tardif, mais il est bien connu. Aux alentours de 1519, le peintre Raphaël s'adresse au pape Léon X en lui affirmant « Les peuples germaniques se sont inspirés des arbres dont les branches suggèrent aux maîtres d'œuvre les arcs aigus comme le lacis des nervures des voûtes. » C'est un fait qui va être repris très régulièrement au XVIIe et XVIIIe siècle en Europe, avec différents auteurs, Tatiana Weber, mais également Fabienne Chevalier, qui mettent en valeur cette réalité-là, chez Goethe, chez Chateaubriand, dans Le génie du christianisme et les mémoires d'outre-tombe. Il y a à opérer un lien entre forêt et voûte, entre structure forestière et structure ogivale. Nous ne sommes pas en 1519, et vous le voyez ici, entre 1150 et 1170, à Vermenton, un auteur, Dieter Kimpel, a pu remarquer cette colonnette. Tout se passe comme dans les livres d'architecture de Vitruve, et tout correspond à une forme de transposition progressive depuis le végétal, depuis le tronc, depuis la branche, depuis la brindille, depuis la feuille, vers l'architecture. Alors, c'est Dieter Kimpel qui repère cette pile de l'église de Vermenton, en Bourgogne française, et vous le remarquez, cette colonnette devient branche, on dit une branche écotée, hein, c'est-à-dire que les petites brindilles ont été coupées, et il n'y a plus ici de limite,
et on retrouve le même fait à ce niveau-là. Alors, il existe quelque chose d'assez équivalent au XIIe siècle pour le portail latéral sud de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec ce tronc qui est également écoté et qui tient plus du végétal que du monumental. Ainsi donc, les nefs gothiques, c'est une hypothèse, seraient de grands bois aux ogives branchues. Le problème, c'est qu'on a relativement peu de réalités conservées, mis à part Saint-Jacques-de-Compostelle et Vermenton, et c'est beaucoup plus clair un petit peu plus tard. Et là, dans les années 1400-1520, on va clairement affirmer une tentation. Faire revivre cette relation entre le végétal et l'architectural. Étienne Hamon parle d'une architecture donc végétalisante, mais également d'une architecture qui est ennaturée d'air et d'eau. Un naturalisme s'impose en Europe, avec quelques beaux exemples ici, la tour Jean sans Peur à Paris, 1409-1411. On trouve un équivalent que je ne vous montre pas à l'hôtel Chambellan à Dijon. Et il s'agit donc d'abandonner des formules gothiques classiques, colonnettes, bases, chapiteaux, pour cette réalité dite du bois écoté, un bois coupé à la serpette, comme ici c'est le cas à Sainte-Foy-de-Conques dans les bâtiments abbatiaux, extrême fin XVe siècle, mais on trouve l'équivalent que je trouve fort beau à Maulbronn, dans l'abbatiale, avec cette couronne d'épines, ce chapiteau buisson, avec ses bois écotés. Il est évident que pour certains d'entre vous, vous connaissez des exemples qui sont présents à Strasbourg, mais pour ma part, je préfère celui-ci à Ingolstadt, où les nervures deviennent branchages. C'est la canopée qui est voûte. Et donc, véritablement, là, on peut s'intéresser, si vous voulez, à cette relation curieuse, perceptible à la fin du XIIe siècle, mais éclatante à la fin au XVe et XVIe siècle, avec une cathédrale fleurie, une cathédrale qui serait aux pierres vivantes, une cathédrale qui, par sa sacralité, se réfère au végétal. Je rappelle juste très rapidement que le végétal est censé guérir les peuples du monde dans l'Apocalypse. Donc il n'est peut-être pas inutile d'établir ce lien. Donc il existe un beau jardin de France par le biais de ces architectures gothiques, et on le sait, ces architectures sont presque toutes peintes, badigeonnées de lait chaud, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est un fait à Chartres. En plus de cette relation au végétal, on possède des enduits qui sont là pour accroître la puissance de la lumière, la mettre en écho et faire en sorte d'aboutir à des jeux internes aux édifices. Alors, on va quitter cette optique-là et se placer vers le 7 novembre 1179, il y a 8 siècles et demi. Les parties droites et les parties hautes d'une cathédrale sont sur le point d'être achevées, et à peine 2 ans après, en 1181, en novembre 1181, eh bien, toutes les pierres, toutes les sculptures, pas une surface construite ne va échapper au vivant. C'est ce qu'on appelle le peuplement bactérien. C'est-à-dire que toutes ces cathédrales, toutes ces constructions gothiques sont couvertes de ce que l'on appelle le biofilm, qui se nourrit également de ce que l'on appelle le calcin, qui donne cette teinte orangée aux pierres. Le calcin donne la teinte orangée, et sur le calcin va s'implanter un biofilm. 2 ans après la construction, à peine achevé, cet édifice est couvert d'un calcin et d'un biofilm. Alors précisément, ce peuplement bactérien va s'installer sur le calcin, mais il produit naturellement une surface couvrante dans les 15-18 mois. Il produit ce calcin, mais ce calcin lui-même, il est hydrofuge, il est protecteur. Il permet de lutter contre le trop grand apport d'eau, et il permet de lutter contre le trop grand ensoleillement. Ce calcin et ce peuplement bactérien
vont faire l'objet d'une évolution et laisser place à ce que l'on nomme les cyanobactéries, qui donnent cette teinte grisâtre aux pierres. 18 mois après leur pose, les pierres sont couvertes de calcin, de bactéries et de cyanobactéries. Dès les années 1181, on a un édifice qui est couvert de vivants, badigeonné ou pas de lait-chaud. C'est assez intéressant parce que ces couverts de cyanobactéries et de bactéries sont des couverts protecteurs. Ils constituent une sorte de manteau, si vous voulez, qui signale l'acclimatation de la pierre aux précipitations annuelles. Une sorte d'auto-équilibre qui est signée. Et cette pierre, elle a été extraite de carrière. Elle a été polytraumatisée par le temps de l'extraction, mais également par le temps de la taille. Elle se cherche une protection et elle produit un calcin. Et précisément, après le calcin, bactéries, cyanobactéries, c'est un manteau protecteur. De la même manière, ces cyanobactéries vont se nourrir de ce qu'on appelle des nutriments qui sont apportés par le vent, par l'eau, et qui sont issus pour l'essentiel des moissons, des activités agricoles, du transport par charroi, des productions artisanales et du chauffage par le bois. Donc, dès la fin du XIIe siècle, nos pierres, de toute manière, sont grisées, peuplées et vivantes. Simplement, maintenant, plaçons-nous en 1185 ou 1186. Non seulement il y a calcin, bactéries et cyanobactéries, mais c'est le temps de l'installation des premiers lichens. 4 ou 5 années après. Nos pierres sont à peine placées, 15 à 18 mois, cyanobactéries. 4 ou 5 années, lichens. Des lichens crustacés, dont les spores sont apportés par le vent. Alors on les dit endolithiques, c'est-à-dire que pour l'essentiel, ils possèdent un mycélium, ce sont des petits filaments transparents qui vont tenter d'entrer dans la pierre quand il y a des micro-fissures. Alors précisément, en voici une vision au microscope, et précisément c'est à Nîmes, pour la maison Carré. Vous voyez que c'est, comment s'appelle-t-il, Nicolas Conchal-Lozano, qui est un chercheur en physico-chimie de la pierre, va travailler à ces calcaires de la maison Carré de Nîmes et il va prouver que finalement les minces filaments transparents de nos lichens sont protecteurs. Ils créent un manteau, ils créent un bouclier intergranulaire qui va cimenter les microfissures de la pierre sur 2000 ans. Pas sur 2 ans, pas sur 10 ans, sur 2000 ans. Sur 2000 ans, vous avez ce mycélium qui pénètre la pierre sur 1 mm. Ce n'est pas dramatique. Et pourtant, c'est une végétation inférieure qui ne possède pas de racines. Après ces lichens crustacés, s'installent des lichens foliacés, en gris clair, ici, qui sont plus lents à la croissance et qui sont encore moins gourmands. Je le rappelle, les lichens ne se nourrissent pas de la pierre, ils se nourrissent de l'air du temps, de ce que le vent, la pluie apporte. Lichens foliacés, lichens fruticuleux qui trouvent un équilibre avec les lichens crustacés. À chaque fois, ces lichens vont pouvoir mourir et vont éventuellement être rajeunis par de nouvelles pousses. Mais les plus anciens de ces lichens vont grandir, puis résister entre 3, 5 ou 6 siècles. C'est-à-dire que pour les plus vieux lichens, vers 1789, ils sont toujours là. Ce sont les mêmes individus. Ils ne grandissent quasiment plus, ils ne se nourrissent quasiment plus, mais ils servent toujours d'éléments protecteurs à la pierre. Problème, vous le savez, non seulement il y a ces lichens, et il y a également des fragilités de la pierre. Cette pierre peut être intrinsèquement fragile, c'est ce que l'on nomme une usure chimique. La pierre possède de mauvais ciments et donc elle va redevenir du sable.
elle peut également se fracturer. Fracturation physique cette fois-ci, hein. On appelle cela une altération physique. Et donc, nos pierres ont besoin des lichens, des cyanobactéries et du couvert bactérien. Elles ont besoin également de mousse, parce que ça ne s'arrête pas là, vous le savez. Après les lichens et cyanobactéries, on a des mousses qui s'ajoutent à ces ensembles. Mousses qui n'ont pas de racines, qui font partie d'éléments de végétation inférieure et qui constituent également une protection annexe en plus des lichens. Alors, tout cela correspond à une vision qui ne nous satisfait pas et on a tendance à considérer tous ces peuplements bactériens, cyanobactériens, lichens et mousses comme des salissures. C'est notre vision hygiéniste qui va être prise au mot vers 1850, après, vers 1850, pour la première fois depuis 7 siècles, on gratte les surfaces sur plusieurs millimètres, on remplace les pierres, on restaure. Et on ne supporte plus la présence de ce couvert bactérien, cyanobactérien, lichénique et mousseux. Donc véritablement là, nous sommes face à un problème qui est celui d'enlever, qui consiste à enlever le manteau protecteur de la pierre qui est fragilisé. Cette pierre, jusqu'en 1850, elle est âgée de 7, 8, 9 siècles et elle possède encore des duretés, même si elle a des fragilités. À partir de 1850, on lui enlève son manteau protecteur et on la laisse nue face aux éléments climatiques, face aux nouvelles pollutions qui sont de l'ordre du charbon, les charbons qui sont brûlés dans les poêles et dans les usines, puis au XXe siècle les mazoutes, puis dans notre siècle, en plus, les essences pour la circulation automobile. Et donc, ce que l'on n'aime pas, et pourtant qui est totalement médiéval, ce que l'on n'aime pas, c'est tout ce qui est de l'ordre des patines. Patines vivantes ou patines qui sont liées aux empoussièrements antérieurs à 1850, c'est-à-dire antérieurs à la réalité industrielle. Tant que nous n'étions pas dans une civilisation industrielle, les pierres vieillissaient lentement, étaient aidées par des manteaux protecteurs vivants, et à partir de 1850, on enlève pour la première fois ce manteau protecteur et on blanchit les édifices jusqu'à les traiter. Alors vous connaissez le système, on le fait en 1850, on va le refaire vers 1920-1950. On le refait à la fin du siècle, on le refait au début d'une autre, ce n'est jamais ni assez blanc ni assez propre. Toutes les 3 ou 4 décennies, on blanchit, on nettoie, on traite par hydrofuge et on traite par biocide, par lavage, par sablage, par gommage. On affaiblit l'épiderme de la pierre. On le sait, donc le vivant aime la crasse, à condition que cette crasse ne soit pas ce qu'on appelle des black crusts, qui sont issus de la combustion des charbons ou du mazout. J'ai pris cet exemple à la cathédrale de Rouen, qui est encore très marqué par ces croûtes noires, qui effectivement ne sont plus les croûtes noires médiévales, ni de la période moderne. Là, on est face, si vous voulez, à une sorte de conglomérat de poussière et de résidus de combustion de mazout, d'essence et de charbon. Mais le vivant, dans les années 1180, revenons-y, ce n'est pas simplement le biofilm, le lichen et les mousses, ce sont les insectes, les rongeurs, les lézards, les oiseaux, les corneilles, qui participent de la sacralité de l'espace ecclésial. Les ornithologues actuellement le savent très très bien, ils nomment les façades de nos cathédrales des falaises artificielles. Ce sont des nichoirs qui sont tout à fait utiles à cette faune. Et c'est cela que l'on peut voir dès la fin du XIIe siècle pour toutes les églises, maisons, palais ou logis d'Europe. Les architectures gothiques qui naissent en Occident sont peuplées. Et c'est pour cela, en conclusion, que je voudrais vous dire que la nuit même, le temps de la nuit,
devrait pouvoir rester un temps de nuit noire, sans qu'il soit bouleversé par un éclairage intempestif. Cela me paraît indispensable de l'affirmer ici, tout comme il me paraît indispensable d'unir les forces, les intelligences d'une nation, de manière à étudier une cathédrale dans ses moindres recoins, pour en sauvegarder les moindres recoins, et pas seulement pour ce qui nous intéresse, à des fins, par exemple, plus mercantiles. Alors c'est le cas ici, il n'y a pas que Notre-Dame de Paris, cathédrale de Tournai, le chœur gothique est en danger depuis 1999. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas de solution technique, mais ça fait 20 ans que les universités et écoles d'ingénieurs belges se cherchent des solutions dans la lenteur. C'est-à-dire qu'ici, presque tant mieux, on retrouve un petit peu cet éloge du temps long qui permet une réflexion raisonnée. Un temps long qui permet également de retrouver ce paradis un peu perdu, dont voici un aperçu, des créations qui me paraissent indispensables à la fois à notre bonheur et à celui d'une cathédrale, ceci en considérant enfin qu'il existe d'autres volatiles, d'autres espèces animales qui grimpent aux échafaudages. Vous l'avez reconnu peut-être, c'est Arnaud Timbert que vous entendrez ici. Je vous remercie.